Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la formation du droit international. Comment ce droit international est formé en substance, c'est-à-dire, autrement dit, les sources du droit international public. Nous avions déjà débattu dans la séance précédente comment ce droit international a évolué et comment les contributions et les sources du droit international aussi ont été diversifiées, ils se sont distancés des sources classiques. Ceci dit, on va y revenir pour préciser cela, et que le droit international, actuellement, son importance et son efficacité et ses valeurs, en tant que règle impérative, c'est par rapport au sujet, par rapport à l'importance et la priorité du domaine, et pas par rapport aux sources internationales, par rapport aux sources d'où émane cette règle du droit international. Mais ceci dit, on va se tenir aux dispositions contenues dans le droit international classique pour constater cette évolution, cette portée évolutive des sources du droit international et en dehors des débats et des controverses sur la hiérarchie des sources du droit international qui existent dans la doctrine ou voire même dans la jurisprudence. Donc, les sources, les éléments de formation du droit international, les sources du droit international sont définies par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Le statut de la Cour, de la composition, de la constitution, du mode de fonctionnement de la Cour internationale de justice a aussi déterminé et a énuméré et a cité les sources du droit international public que les acteurs internationaux doivent appliquer, ils doivent se conformer, ils doivent observer. Donc, c'est une initiative qui a été le résultat des rédacteurs, bien sûr, de la Charte des Nations Unies et aussi de la Charte, aussi du statut de la Cour internationale de justice, parce que la Charte des Nations Unies et le statut de la Cour se retrouvent dans un texte presque commun. Donc, les sources du droit international définies par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, d'abord, les conventions internationales, soit générales ou spéciales, qui établissent les règles expressément reconnues par les États en litige. Donc, le statut de la Cour, mais les conventions internationales, générales ou spéciales, en premier, comme source du droit international. Ça, c'est j'énonce les termes exprimés par le statut de la Cour internationale de justice. La coutume, en deuxième, la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. La coutume internationale, c'est-à-dire, on va voir la coutume, les pratiques des acteurs internationaux et la conviction des acteurs internationaux de l'opposabilité le caractère juridique, du caractère obligatoire de cette pratique. C'est-à-dire que la communauté internationale, les acteurs, principalement les États, dans une coutume, dans une pratique, reconnaissent qu'il est une règle du droit international à observer. Donc les conventions internationales écrites, dispositifs écrits, et la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. C'est une formulation marquée les nations civilisées. Donc les principes généraux du droit, ça c'est le caractère libéral, bien sûr, du droit international classique. Les principes généraux, on va y revenir pour parler de principes. Qu'est-ce que l'on entend ici par principes généraux du droit? C'est-à-dire non-violation de la souveraineté, protection diplomatique, justice, etc. Donc, sont aussi sources du droit international. Sous réserve, toujours l'article 38, sous réserve, on va voir, sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et les doctrines des publicistes les plus qualifiés
des différentes nations comme moyen auxiliaire de la détermination de la règle des droits. Donc ici, on reconnaît la jurisprudence et on reconnaît la doctrine comme source du droit international, mais source subsidiaire. Source subsidiaire, c'est-à-dire que c'est une source subsidiaire du droit international, source principale et source subsidiaire. Les sources subsidiaires, comme la doctrine et la jurisprudence, ils ont une fonction d'établissement de la preuve de l'existence d'une règle de droit international ou de principe de droit international contenu dans une convention ou dans la coutume ou dans une pratique. Donc voilà généralement la teneur et le contenu de l'article 38 qui trace plus généralement le cadre général des sources du droit international public, les sources du droit international public, les conventions, la coutume, la pratique, la doctrine, la jurisprudence, et il distingue entre sources principales et sources subsidiaires, entre sources principales et sources subsidiaires qui constituent la source de la norme internationale, source de la norme internationale opposable à tous. Donc voilà. Les conventions internationales. Pour les conventions internationales, sont généralement constituées par des traités. Donc les conventions internationales peuvent avoir un caractère multilatéral ou convention internationale qui regroupe un certain nombre d'États. Les traités donc sont désignés par de différentes nominations. On peut dire accords, conventions, convenants, protocoles. Et les formes de conventions internationales, d'accords internationaux, peuvent avoir des échanges de notes aussi qui préparent bien sûr le cadre de l'engagement juridique international. Ces instruments internationaux, c'est-à-dire les traités, se présentent sous plusieurs formes. Peut être bilatérales, puis après on aura des actes d'adhésion. Il y a 2 États, 3 États, puis après les autres États rejoignent cette convention internationale, ou multilatérale, ou régionale, c'est-à-dire une convention concerne une région bien définie, africaine ou asiatique ou proche-orientale, internationale, c'est-à-dire qui concerne un certain nombre d'États, ou globale, qui porte sur des questions globales comme la Convention des parties sur les changements climatiques, etc., la déclaration de Rio. Ce sont des conventions et des traités, ce sont des traités internationaux de portée globale dont le contenu constitue une source importante du droit international, constitue une source importante du droit international. Donc la Convention sur le droit des traités, c'est-à-dire le régime juridique applicable à ces traités, a été établie par la Convention de Vienne de 1969 sur les droits des traités en matière d'engagement, ratification, paraphé, dénonciation, etc. Parce que les conventions traversent des étapes depuis les négociations, la signature paraphée, depuis la signature finale, depuis l'expression des réserves jusqu'à l'adoption ou la ratification, que ce soit par les moyens qui sont déterminés dans les droits internes, dans les constitutions internes, est-ce que par les organes exécutifs ou les organes législatifs, et aussi une fois qu'ils sont promulgués et qui devient applicable après ratification. Ou bien ces dispositions ces conventions peuvent disposer de la date de leur mise en vigueur. On a l'exemple de la Convention du droit de la mer qui exigeait la 60e ratification des États pour que cette convention soit mise en vigueur. Donc voilà le droit de traiter sur les conventions, qu'est-ce qu'il relate. Donc la Convention de Vienne, il établit les principes de base sur le droit des traités. Donc les procédures, comme je viens de dire, d'adoption et les conditions de leur opposabilité, l'entrée en vigueur, leur effet juridique et les conséquences, bien sûr, qui en découlent.
question de responsabilité, c'est-à-dire qu'une fois les États ratifient et promulguent leurs conventions, ils sont tenus par ces conventions. Et l'inobservation de dispositions conventionnelles pourrait donner lieu au déclenchement de la responsabilité internationale, le régime de la responsabilité internationale pour les États, et qui est régi par des instruments internationaux. Donc, le régime de la responsabilité résulte de cette violation de traités. Cette violation de traités. Traité, par exemple, par les traités d'armement, au traité de respect de certaines espèces, ou les traités relatifs à contrebande, ou des traités relatifs, par exemple, à l'émission du gaz d'effet de serre, par rapport au changement climatique, etc., etc. Donc, des différends peuvent surgir, de l'application de ces conventions, de l'application de ces instruments d'engagement internationaux. Ces différends peuvent porter sur l'interprétation de ces mêmes conventions ou sur leur application, c'est-à-dire que les États interprètent des dispositions différemment, ou porter sur leur application, sur leur mode d'application, ou sur la manière ou le procédé de leur application. Donc le principe de base qui caractérise le droit des traités, c'est le pacta sunt servanda, qui veut dire que les parties liées par ce traité, par des instruments d'engagement internationaux, sont appelés à exécuter leur engagement avec de la bonne foi. Et aussi, la bonne foi constitue un principe fondamental du droit international, constitue un principe fondamental en droit international. Donc, l'application ou la mauvaise foi ou la mauvaise application d'un principe du droit international pourrait donner lieu au déclenchement de la responsabilité internationale. Ce principe, d'abord, c'est un principe coutumier qui est déjà existé dans la coutume, sachant que la coutume a existé bel et bien avant le droit conventionnel. Le droit conventionnel, beaucoup de dispositions contenues dans le droit conventionnel sont contenues dans le droit coutumier. C'est grâce au droit coutumier, et c'est pour cela qu'il existe, on va en parler, d'une commission de codification du droit international, commission de codification du droit international public. Et la bonne foi est un principe fondamental, comme j'ai dit. On a parlé de la Convention du droit de la mer du Montego Bay de 1982, qui est entrée en vigueur après la 60e ratification, si ma mémoire ne me trahit pas, en 1994, et que dans l'article 100, il réitère ce principe coutumier, celui de la bonne foi. D'ailleurs, l'application et l'exécution des contrats, des conventions avec bonne foi est un principe aussi dans le droit, des principes généraux du droit, que ce soit droit international ou droit interne. Donc, pour ce qui est de l'opposabilité de la Convention, les dispositions des traités et des conventions de caractère bilatéral, multilatéral, régional ou global peuvent devenir opposables à tous, s'il s'agit du droit international coutumier. L'État signataire d'une convention internationale, avant sa ratification, n'est pas automatiquement lié par ce traité, mais il a l'obligation de s'abstenir à commettre des actes qui peuvent compromettre le but ou l'objectif du traité. Il se trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, les étapes de la conclusion d'un traité, c'est qu'un État s'engage dans des négociations, un traité, et que parfois même il signe ce traité, mais les procédures d'adoption interne telles qu'elles sont prescrites dans le droit interne ne sont pas encore consommées. Il doit s'abstenir, il est tenu malgré tout ça, de s'abstenir de compromettre les dispositions contenues dans ce traité. Donc, même si ce traité n'a pas été ratifié par l'État concerné, il est tenu par ces termes. Il est tenu par ces termes, et ça, c'est une règle aussi coutumière, et ça aussi, ça relève de le principe que je viens de citer, celui de la bonne foi. Donc l'État n'exprime la volonté d'être lié par un traité ou convention que lorsqu'il entreprend les procédures et les formalités d'adoption de ce traité. Donc en ce moment-là,
le traité, il lui est opposable. Il lui est opposable. Il est tenu par les termes de ce traité, dans son exécution, dans son application, et que l'inobservation, c'est-à-dire l'omission de se tenir aux dispositions conventionnelles contractées, engage la responsabilité. Il s'agit d'un acte contraire aux dispositions du droit international. Donc, l'État signataire de la Convention notifie l'instrument de ratification pour déclarer son engagement au profit de la Convention. Il ne suffit pas uniquement de ratifier cette Convention et de la publier dans le bulletin officiel, le journal officiel, le bulletin officiel au Maroc, au journal officiel en France, mais il s'agit de notifier la ratification à l'organisation concernée, l'Organisation des Nations Unies par exemple, ou aux signataires ou dépositaires de ces conventions, ou l'organe dépositaire de ces conventions. Donc le désir, comme j'ai dit tout à l'heure, de rejoindre la convention, d'y adhérer, de faire partie, d'en devenir partie, est ouverte aux autres acteurs, aux autres États désireux d'appartenir et de joindre cette convention, et par conséquent, la convention produit les mêmes effets juridiques, y compris la responsabilité internationale, pour les parties qui ont rejoint la convention et qui se sont engagées. Donc, et ce sont les mêmes procédés, les mêmes effets et les mêmes conséquences juridiques. Pour ce qui est de la coutume en tant que source du droit international énumérée, entre parenthèses, dans l'article 38, dans le statut de la Cour internationale de justice, la coutume, comme j'ai dit tout à l'heure, a bel et bien existé avant la Convention, avant le droit international écrit, et que le droit international classique était un droit coutumier, qui a eu quand même ce mouvement de codification ou de reconnaissance ou d'intégration dans le droit international écrit, positif. Donc, la coutume internationale, le droit coutumier, est un exercice considéré comme une pratique généralement acceptée en tant qu'obligation. C'est-à-dire que les acteurs, principalement étatiques, cette pratique-là est considérée comme une obligation, malgré qu'il n'est pas écrite, malgré qu'il n'est pas reproduite sur un texte, traité ou convention ou accord, mais il est opposable. Et c'est-à-dire, le non-respect de cette coutume constitue une violation de principe du droit international. La violation d'une règle coutumière donne lieu, bien sûr, à l'engagement de la responsabilité internationale. Donc la coutume est un usage constant, régulier, entre les États, virtuellement uniforme. Il doit être uniforme, c'est-à-dire c'est la même pratique. Pour qu'une pratique s'installe, il faut qu'il soit régulier et il soit uniforme. Il n'y aurait pas de dérogation ou d'irrégularité dans cette pratique pendant une période donnée, pendant un temps donné. C'est une pratique internationale, répétée d'une manière régulière pendant un moment donné, et que, bien sûr, les États s'y conforment à cette pratique et ils s'opèrent de la sorte et de la même manière, et pas d'une manière différente. Donc les États qui invoquent une ou règle coutumière dans leur contentieux, dans leurs pratiques, dans leurs droits, surtout en matière d'exploitation maritime, exploitation des richesses, le droit d'usage des détroits, des canaux, etc. Ce sont des règles et des principes qui s'apparentent à des coutumes, à une règle coutumière et des pratiques coutumières internationales. Pour pouvoir établir la preuve, ils doivent impérativement montrer la consistance de cette pratique uniforme dans les États. La consistance dans cette pratique dans les États, c'est-à-dire que les États, par exemple, traversent le détroit de Gibraltar, c'est un droit de servitude internationale, et que cette pratique est reconnue pour l'ensemble des États, et que l'ensemble des États jouissent de ce droit, et qu'il n'y a eu jamais d'opposition, et que par cela, il y a eu l'acquiescement. Non, ça c'est un exemple.
au droit de pêche dans des eaux historiques. Dans des eaux historiques. Il y a eu des affaires comme l'affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon entre la France et la Grande-Bretagne, et le Canada. C'est une zone de pêche dans laquelle les Français ont toujours bénéficié des richesses halieutiques, et que avec la codification du droit international, avec la venue de la Convention des droits de la mer, il y a eu un différend. C'est que il se trouve que les zones de pêche sont devenues comprises dans la mer territoriale canadienne. Et c'est là où il y a eu un différend. La France avait invoqué un droit coutumier, invoqué une coutume. C'est que jamais, c'est une pratique répétée, qu'il n'y a jamais eu d'opposition de la part des Canadiens. Donc, il y a eu un acquiescement. Et c'est un droit coutumier international, d'un droit international d'exploitation. Donc, les États doivent établir la preuve pour pouvoir jouir des droits bien sûr, de l'existence, la consistance de cette pratique pour des raisons juridiques, parce qu'il s'agit bel et bien d'une source de droit, une source du droit international, que ce soit pour un État ou pas un groupe des États ou pour l'ensemble, bien sûr, des États ou des acteurs internationaux. Donc, comme je viens de le dire, les États qui invoquent une ou des règles coutumières doivent impérativement établir la preuve de l'existence de règles et montrer la consistance de la pratique uniforme entre les États. Les États qui ont la charge de la preuve de l'existence de la règle coutumière sont forcément les États dont les intérêts sont directement liés à l'existence de cette règle. Normal. On a l'intérêt pour pouvoir établir l'existence de cette règle. Et l'opinion juriste, ce qu'on appelle l'opinion juriste, d'établir l'approbation de l'existence de la règle coutumière. C'est ça, l'opinion juridique. C'est-à-dire qu'il y a l'opinion juridique, source de l'engagement et de l'opposabilité et de droit. C'est l'opinion juriste qui sert de rôle comme de preuve et de probation de l'existence de la règle coutumière. Cet état de droit, droit de fait, qui procure un état de droit pour certains et des obligations pour tous, internationalement protégés par cette règle coutumière et qui constitue par conséquent source du droit international. Donc la recherche des intentions et la volonté de l'État qui est soumis à l'examen, à l'appréciation pour la reconnaissance ou la non-reconnaissance de l'existence d'une règle coutumière se fait à travers un examen particulier par les juridictions, que ce soit les cours d'arbitrage ou la Cour internationale, les cours statutaires telles que la Cour internationale de justice, sachant que beaucoup de différends internationaux ont été soumis à des cours d'arbitrage. Mais des cours d'arbitrage, c'est-à-dire que les justiciables, les parties litigieuses préfèrent conférer leur affaire de plateau continental entre la France et la Grande-Bretagne, entre la Libye, l'Italie, entre la Tunisie, etc. Donc, les cours, on va voir ça dans le règlement des différends, jouent un rôle important sur la question de la reconnaissance de l'existence ou l'inexistence d'une règle coutumière. Donc, l'existence d'une pratique constante et consistante est prouvée entre les États à côté de l'intérêt, accordé de ces mêmes États à cet usage, dans l'absence de pratiques contraires, sont des conditions importantes pour la naissance d'un droit coutumier. L'exemple des droits coutumiers, on a l'immunité diplomatique dont bénéficient les représentants d'un État dans un autre État. On a les lieux diplomatiques et consulaires sont inviolables, sont des principes coutumiers. On a par exemple le droit de passage inoffensif des navires en mer territoriale d'un autre État ou plusieurs États ou dans des zones économiques exclusives, qui reconnaissent le droit, la souveraineté économique pour les États côtiers, mais le droit de passage, que ce soit une offensive ou en transit, pour les navires étrangers. La reconnaissance, par exemple,
de la souveraineté exclusive de l'État sur son pavillon en haute mer, qui est une pratique coutumière aussi, et qui est disposée dans le droit international écrit. Ce sont des règles coutumières. L'obligation d'instruire la non-violation des frontières des pays voisins par les gardes militaires établis sur la zone transfrontalière, c'est une règle coutumière. L'obligation d'assurer pendant les conflits armés la protection des non-combattants, des populations civiles, les malades et les soldats blessés, qui est devenu maintenant bel et bien le dispositif autonome et riche du droit humanitaire. Donc, pour les sources, pour les principes généraux en tant que source du droit international, on pourrait citer les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées, sont souvent cités comme troisième source de droit. Ce sont des principes généraux applicables dans la plupart des systèmes juridiques. On fait appel aux principes généraux du droit dans l'absence, bien sûr, d'une disposition explicite dans les traités internationaux ou une règle coutumière clairement établie. Les principes généraux du droit sont l'ensemble donc des règles de droit régissant les rapports internationaux. Le droit international commun, la Cour pénale, la Cour permanente de justice internationale, celle qui existait bien avant la Cour internationale de justice, dans son arrêt célèbre de l'affaire de Lotus, a adopté la conception des principes généraux du droit. Voilà, pour ce qui concerne cette partie des sources du droit international, les sources principales. On va voir dans la séance prochaine les sources subsidiaires. Merci. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.